qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Nous sommes le 30 janvier 2020. Bienvenue dans cette édition que vous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA et du Gihugu, dont voici les principaux titres. La province de Muyinga est l'une des provinces où ont été enterrés clandestinement les membres des partis politiques de l'opposition exécutés par les partisans du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, selon le rapport de l'initiative pour les droits humains au Burundi. Les maisons de sous-traitance au sein de la Braroudi sont accusées entre autres de vol du matériel, de corruption et d'intimidation du personnel par le syndicat libre des travailleurs de la Braroudi. Dans ce magazine, nous vous parlerons également des réfugiés burundais du camp de Nduta en Tanzanie menacés de rapatriement forcé par la police tanzanienne. Au micro, c'est Nadège Irakoze, à la cabine technique, Steve Nyungeko. Dans quelques instants, le développement de ces titres. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page justice. Une peine de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement est le jugement prononcé ce jeudi par le tribunal de grande instance contre les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et qui sont incarcérés à la prison de Rubanda. Leur chauffeur Adolphe Massabalakiza a été acquitté par ce même tribunal. Tout le matériel de ces journalistes sera remis au groupe de presse Iwachu. Le jugement est tombé alors que les 4 journalistes venaient de passer 101 jours depuis leur arrestation. Les 4 journalistes sont Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi et Egide Harerimana. Et en page sécurité, fouille perquisition ce jeudi dans les quartiers 1 et 2 de la zone Nyakabiga de la commune Mukaza en mairie de Bujumbura. Plusieurs personnes ont été arrêtées, embarquées dans les camions de la police. Les habitants de la zone Nyakabiga révèlent que des pots de vin ont été imposés à ceux qui n'avaient pas de certains documents pour se faire libérer. Les détails avec le vice Nyonzima. Très tôt le matin de ce jeudi, les quartiers 1 et 2 de la zone Nyakabiga étaient encerclés par des policiers lourdement armés. Personne n'était autorisé soit de sortir ou d'entrer avant la fin de la fouille, menée minutieusement par des policiers qui n'étaient pas habitués dans cette zone. Même ceux qui voulaient prendre part aux cultes matinaux n'étaient autorisés à se rendre à l'église. Les habitants des quartiers cités s'indignent d'une opération à double mission. À part la vérification des documents administratifs, ils dénoncent une sorte de corruption imposée au nom des détenteurs de certains documents. Certains disent que les policiers leur ont imposé une somme comprise entre 5 000 et 10 000 pour libérer les leurs. Notre témoin précise avoir vu 2 camions de police bourrés de personnes arrêtées. Elles ont toutes été conduites au commissariat municipal. Ceux qui s'y sont rendus ont pu libérer les leurs moyennant paiement d'un pot de vin de 10 000 francs. Ceux qui n'ont pas eu cette somme croupissent toujours au cachot du commissariat. Merci Clovis Nyonzima. Et en page droit de l'homme, 4 membres du parti CNL de la colline Nyangungu, commune Mutao en province Gitega, incarcérés au cachot de cette commune depuis 10 jours, ont été transférés ce mercredi au cachot du commissariat de la police au chef-lieu de la province Gitega. Ils ont été arrêtés le 19 de ce mois de janvier, accusés d'avoir perturbé la sécurité dans cette localité. Une accusation que ces membres du parti CNL ainsi que leur famille qualifient de pur mensonge. Le point avec Onésime de Shimagidze. Les 4 membres du parti CNL arrêtés sur la colline Nyangungu de la commune Mutaho, accusés d'avoir perturbé la sécurité, sont un certain Bendis Nizigama, Ferdinand Douimana, Daniel Habyarimana ainsi que Jafet Ndaikengurutse. Selon des informations en provenance de certains habitants de la colline Nyangungu, ces membres du parti CNL ont été attaqués par des Imbonerakure le 19 de ce mois de janvier lorsqu'ils rentraient d'une réunion de leur parti politique organisée sur la colline Rurengera, comme l'indique l'un de ses habitants. Arrivés au niveau de la colline Nyangungu, ils sont passés dans un bistrot pour prendre un verre et a été vu par des Imbonerakure. Ces derniers ont essayé de les provoquer mais sans succès et a constaté qu'ils ont échoué à leur mission. Ces Imbonerakure se sont précipités pour leur tendre un piège en cours de route. C'est ainsi qu'ils se sont rentrés dedans. Après cette échauffourée, a suivi une chasse aux membres du parti CNR de la colline Nyangungu.
L'un des habitants de cette colline cite certains noms des Imbonerakure qui ont participé dans cette chasse à l'homme. On a pu identifier deux Imbonerakure, à savoir un certain Magabura et un autre du nom d'Evariste. Ils étaient avec le chef de la colline Nyangungu, le prénommé Kom. Ils ont été incarcérés au cachot de la commune Mutaho, accusés d'avoir perturbé la sécurité pour avoir combattu les Imbonerakure qui les ont attaqués. Ce mercredi, les 4 membres du parti CNL ont été transférés au commissariat de la police au chef-lieu de la province de Gitega après 10 jours de détention au cachot de la commune de Mutaho. Les familles des victimes qualifient cette arrestation d'arbitraire et plaident pour qu'ils soient relâchés sans condition car ils sont simplement victimes d'avoir refusé d'adhérer au CNDD-FDD. À ce propos, nous avons essayé de contacter Denis Nyomhani, administrateur de la commune de Mutaho, mais sans parvenir. Merci Onésime Dushima Guizé, toujours en page droits de l'homme. Muyinga, c'est l'une des provinces où ont été clandestinement enterrés des membres de l'opposition tués par les partisans du CNDD-FDD. C'est ce qui ressort du rapport de l'initiative pour les droits humains au Burundi qui précise que ces gens sont exécutés loin de chez eux. Nous allons y revenir. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. À présent, page économie, vol du matériel de la brasserie et limonaderie du Burundi Brarudi, intimidation du personnel et la corruption des autorités au sein de cette entreprise sont quelques-unes des accusations du syndicat libre des travailleurs de la Brarudi Silitrab, en sigle, contre les maisons de sous-traitance au sein de la Brarudi. Ces accusations sont mentionnées dans une correspondance que ce syndicat a adressée aux dirigeants de la Brarudi. Les détails avec Inosa Valentin Singilangabo. Dans une correspondance que le syndicat libre des travailleurs de la Brarudi Silitrab a adressée aux dirigeants de cette entreprise lundi dernier, les syndicalistes accusent les maisons de sous-traitance de défaillance à leur mission. Et membres du personnel de cette brasserie donnent certaines des accusations mentionnées dans cette correspondance. Notre syndicat s'est confié à la direction. Nous pouvons donner l'exemple des ouvriers de la société de nettoyage Toto Cleaning Services, TSS, qui volent au cycle blanc. Ils intimident le personnel et ils utilisent des produits de nettoyage de mauvaise qualité. Les ouvriers de quasi-intérim, surtout les chauffeurs, volent souvent les palettes. Un parmi eux a détourné tout un camion plein de casiers de boissons. Les mêmes ouvriers détournent quelques casiers en escaladant le mur. Les camions livrent ces derniers jours les caisses vides. Les travailleurs de la Brarudi, rassemblés dans le syndicat Silitrab, demandent aux dirigeants de l'entreprise de sortir de leur silence pour remettre les choses dans l'ordre afin d'éviter que la boîte ne tombe en faillite. Les responsables sont au courant mais ne réagissent pas. Nous demandons à la direction de sortir de son silence pour éviter que l'entreprise tombe en faillite. Les conséquences vont tomber sur nos familles. Si rien n'est fait dans les meilleurs délais, nos clients vont se retrouver dans la rue sans emploi. À ce propos, nous avons essayé de joindre Rémi Ndaïchimiye, le communicateur principal de la Brarudi, mais sans succès. Merci Inosa Valentin Singilangabo. Inquiétude au sein des travailleurs de la Sogestal après que le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage ait annoncé ce mercredi que toutes les activités relatives au secteur du café vont être effectuées par la nouvelle institution étatique ODECA. Ces travailleurs demandent des éclaircissements de la part du gouvernement. Les détails avec Éloge Divin, les Méchas. Les sociétés Sogestal et Sodeco ne sont pas des sociétés étatiques. Ce sont des sociétés dans lesquelles l'État et les privés ont mis ensemble des investissements. Ce qui n'est pas clair, c'est que les travailleurs se comportent comme des travailleurs de l'État. C'est le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage qui parle du sort réservé aux travailleurs des Sogestal. Ces derniers révèlent que les propos du ministre ne sont pas corrects car le gouvernement a des actions au plus haut
niveau qui lui permettent de prendre des décisions, comme l'indique un de ses travailleurs. Nous travaillons pour des sociétés où le gouvernement est actionnaire majoritaire à hauteur de 90%. Les directeurs des Sogestales sont nommés par décret présidentiel. Le président du conseil d'administration est nommé par ordonnance ministérielle. Les travailleurs des Sogestales demandent au gouvernement des éclaircissements qui concernent leur avenir. Nous les travailleurs, nous avons beaucoup d'inquiétudes. On nous a dit que le DECA va récupérer certains travailleurs. Ils seront régis par quel statut? Comment seront leurs contrats? Comment seront traités les travaux déjà effectués par les Sogestales? Pour ceux qui iront travailler et au sein de l'ODECA, comment seront-ils payés? Et quel est le sort de ceux qui ne seront pas pris par l'ODECA? Seront-ils indemnisés? Vous saurez que le gouvernement a annoncé la suppression des activités de 4 sociétés qui œuvrent dans le secteur café, à savoir Sogestal, Sodeco, Intercafé et Senac. Merci Eloge Divin, les Méchats. Après une courte pause, nous poursuivons avec la page gouvernance. En page gouvernance, les enseignants de la province Rumongue s'insurgent contre les intimidations à leur égard pour adhérer de force à la coalition des syndicats des enseignants COSESONA en sigle. Au moment où une réunion des responsables de cette coalition a été organisée ce mercredi à l'intention des enseignants, des fiches d'adhésion à compléter avaient déjà circulé depuis le matin de ce mardi. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Les enseignants de la province de Rumongue qui ont participé à une réunion de ce mercredi disent qu'il a été convoqué pour intimidation pour inviter les participants à cette réunion qui a eu lieu au chef-lieu de la zone Gitaza où se sont rencontrés les enseignants des communes Rumongue, Burambi et Buyengiro. Chacun des chefs d'établissement avait l'obligation de téléphoner chaque enseignant sous sa responsabilité pour qu'il n'y ait pas d'absence. Et pour montrer l'importance de la dite réunion, on disait à ces enseignants qu'elle sera dirigée par le ministre de l'Éducation, Janvier Ndirahisha. Entre-temps, les fiches d'adhésion à la COSESONA, qui devaient être complétées par les enseignants, avaient circulé depuis mardi matin. Des sanctions étaient prévues pour celui qui aurait refusé d'obtempérer. Il y avait une liste en circulation depuis mardi, faisant croire que celui qui ne va pas signer sera sanctionné. Que tu signes ou pas, l'argent sera prélevé à la source. Malheur à celui qui refuse de signer car on ajoutera les frais de punition à la somme prévue. La mobilisation des enseignants était faite par les directeurs tout en les intimidant pour les contraindre à signer. Il y a ceux qui ont signé par peur et dans certaines localités, ces fiches n'étaient pas encore distribuées. Au cours de cette réunion, Victor Ndabaniwe, président de la COSESONA, a signifié aux enseignants qui avaient participé à cette réunion que l'adhésion à cette coalition n'est pas obligatoire, tout en mettant en garde ceux qui s'y opposeraient. Que personne ne vous mente, car l'adhésion à la COSESONA se fait de façon volontaire et nous avancerons avec ceux qui comprennent ce projet d'entraide. Mais que ceux qui sont contre n'entravent pas les activités de la coalition. Selon ces enseignants, ces propos sont contradictoires de ce qui se fait actuellement. Les enseignants ont été surpris d'entendre que l'adhésion à la COSESONA est volontaire, surtout que les directeurs avaient donné des ordres aux enseignants de se faire inscrire de force. C'est vraiment difficile à comprendre car d'un côté, on entend la COSESONA dire que l'adhésion est volontaire, alors que de l'autre, on nous oblige de s'inscrire par force. Ce jeudi, des réunions pareilles ont été tenues par le patron de la COSESONA à l'intention des enseignants de la province Makamba. Merci Emmanuel Nyungeko. Toujours à ce propos, le ministre de l'Éducation est visiblement acteur dans l'organisation des réunions convoquées dans les différentes provinces par les directeurs provinciaux de l'enseignement pour expliquer les activités de la coalition COSESONA. Réaction de l'ancienne présidente du syndicat des enseignants STEB en sigle. Eulalie Nibidzi précise que par principe, les enseignants ne devraient pas tenir des réunions des syndicats durant les heures de service. Écoutez Eulalie Nibidzi. Normalement, c'est pas faisable. Si c'est réellement une réunion des syndicalistes, c'est une réunion qui doit s'organiser entre les syndicats eux-mêmes et leurs membres. Ensuite, quand il y a une réunion des syndicats, il y a des dispositions qui accordent que les syndicalistes peuvent organiser leur réunion, mais de manière pendant les heures de service, mais à condition que les activités scolaires ne soient pas perturbées. Et cela est organisé par les syndicats et les organes
depuis la base jusqu'au sommet. Ils annoncent à la direction de l'école ou à la direction aux instances administratives en désignant le jour, la date, l'ordre du jour et les participants, tout en veillant à ne pas paralyser les années scolaires. Actuellement, quand c'est le directeur provincial lui-même qui invite d'une manière urgente et non pas même un directeur provincial de l'enseignement, quand des directeurs provinciaux de l'enseignement mobilisent leurs membres dans les provinces, mobilisent les enseignants de leurs provinces, les activités scolaires sont paralysées. Ça, c'est tout simplement, c'est le ministère qui organise ça. Si ce n'est pas le ministère, là, c'est que le ministère fait la sorcellerie, c'est dans le fonctionnement des syndicats, ou tout simplement, les syndicats ont ouvert grandement les portes à l'ingérence du ministère. Là, c'est quand même un très mauvais signe, en ce qui concerne la liberté syndicale, mais aussi la liberté de réunion. Quand c'est le directeur provincial qui invite à une réunion des syndicats, c'est que quand même il y a quelque chose qui ne va pas. La ministre de l'Éducation n'est pas, elle est actrice parce que normalement, si ce message passe et que l'ordre s'exécute en moins d'une semaine et que quand c'est fait de 3 provinces, c'est une action active, c'est une intervention active du ministre de l'Éducation qui donne des ordres et le directeur provincial exige. À propos de la réaction de la ligne Ibizi, nous n'avons pas pu joindre au téléphone la ministre de l'Éducation, Jean-Pierre Ndirahisha. Et la ligne Ibizi demande aussi à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, de vérifier si les enseignants ne continuent pas à être forcés d'adhérer à la COSESONA. Revenons à la page droits de l'homme. Muyinga, c'est l'une des provinces où ont été clandestinement enterrés des membres de l'opposition tués par les partisans du CNDD-FDD. C'est ce qui ressort du rapport de l'initiative pour les droits humains au Burundi qui précise que ces gens sont exécutés loin de chez eux. Émile Nibasumba. Animbonerakure a déclaré, je cite, « Nous sommes allés dans un centre de santé. Nous avons pris le corps. La victime avait reçu une balle dans la tête. Il avait entre 30 et 35 ans. » Fin de citation. Cité par l'initiative pour les droits humains au Burundi, cet Imbonerakure a également précisé que la victime a été enterrée dans un cimetière tout près d'une forêt et une bananeraie. L'organisation internationale indique que certains détails sur le témoignage n'ont pas été divulgués. C'était en 2019, selon l'organisation. Le témoin indique qu'une autorité lui a demandé de l'accompagner ce jour-là pour prendre son corps dans une commune voisine. Cette autorité a donné à une autre autorité locale une grosse somme d'argent afin de payer des personnes impliquées dans le transport et l'enterrement de l'homme en question, rapporte la source de l'initiative pour les droits humains au Burundi. Au cours du mois de septembre de la même année, 3 personnes dont les bras et les jambes étaient liés mais qui étaient encore en vie ont été amenées à Nyamirambo dans une camionnette. Leur visage était couvert de tissu noir. Les Imbonerakure les ont poussés dans des tombes déjà creusées et les ont fusillés, selon cet Imbonerakure interrogé par l'initiative pour les droits humains au Burundi. Sur la même colline Nyamirambo, cette fois-ci en 2018, un autre témoin de l'organisation parle de 7 cadavres amenés depuis la province de Karuzi et qui ont été enterrés dans le cimetière. Des policiers en tenue de camouflage ont accompagné les corps à l'arrière de la camionnette où ils étaient recouverts d'une bâche. Ils étaient tous de sexe masculin et semblaient avoir entre 30 et 45 ans. Ils avaient les bras attachés derrière le dos. Certains présentaient ce qui semblait être des marques de ligature sur le cou, selon cet Imbonerakure. À part ce cimetière de la colline Nyamirambo, situé à 7 km de la ville de Muyinga, les personnes considérées comme des opposants sont tuées et enterrées à Bgicha, une colline voisine. Il est difficile, selon l'organisation, de déterminer l'ampleur de ces meurtres, qui les dirigent, l'identité des victimes et à quel endroit elles sont enterrées exactement. Des sources au sein du parti au pouvoir ont déclaré qu'il y a d'autres cimetières dans la zone Gatumba, à proximité de la frontière avec la République démocratique du Congo. Dans ce rapport de janvier 2020, l'initiative pour les droits humains au Burundi se demande également si les groupes d'opposition armés constituent une menace latente pour le pays ou que ce ne sont que des tigres de papier.
Merci Émile Niwasumba. En page éducation, les élèves de certains établissements à régime d'internat en province Gitega demandent d'avoir des matelas pour dormir. Ces élèves indiquent qu'ils paient beaucoup d'argent par trimestre mais ne comprennent pas pourquoi ils dorment à deux sur des matelas usés. Les détails avec Marie-Ange Ilakodze. L'insuffisance des matelas s'observe dans les écoles à régime d'internat de la province Gitega. Selon les informations que la RPA a pu recueillir, les directeurs de ces écoles indiquent que cette carence de matelas pousse les élèves à dormir à deux sur un seul matelas qui était destiné à un seul individu. Cela empêche les élèves de bien dormir, ce qui a une incidence sur leurs résultats. Ces mêmes informations font savoir que la dernière distribution des matelas par le ministère en charge de l'éducation remonte en avril 2017, mais là aussi la quantité n'était pas suffisante. Une école recevait 1/10 de ses besoins en matelas, ce qui veut dire qu'une école qui avait besoin de 500 matelas ne recevait que 50 seulement. Certaines écoles n'ont même pas été servies. Depuis cette année, le gouvernement n'a plus distribué de matelas aux écoles à régime d'internat. Les écoles qui disposent encore de ces matelas sont donc usées. À cause de cette carence et usure des matelas dans des écoles à régime d'internat, certains directeurs demandent aux élèves de se procurer leur propre matelas, ce qui n'est pas facile pour tous les élèves à cause du manque de moyens de leur famille. Pour le moment, seuls les séminaires disposent de matelas en quantité suffisante car les responsables de ces écoles sont obligés d'approvisionner leurs écoles eux-mêmes. Les parents et les élèves demandent au ministère de l'Éducation de tout faire pour que leurs enfants aient des matelas. Ils estiment qu'avec un minerval de 43 000 francs burundais qu'ils paient chaque trimestre, le ministère serait capable d'acheter ces matelas. De plus, le directeur estime que, comme seuls les élèves des écoles post-fondamentales ont le droit d'aller dans des écoles à régime d'internat, la demande en matelas va être réduite, ce qui permettrait au ministère de l'Éducation d'acheter moins de matelas. Merci Marie-Ange Ilakodze. Enfin, en page réfugiés, plus d'une centaine de réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie ont échappé ce mercredi à un rapatriement forcé par la police tanzanienne au moment où ils attendaient une réinscription sur la liste des réfugiés du HCR. Ces réfugiés burundais sont parmi ceux qui avaient été récemment rapatriés au Burundi, mais qui ont vite repris le chemin de l'exil vers la Tanzanie. Le point avec Walter Kwizera. Les 150 Burundais se sont présentés le mercredi matin au bureau du HCR dans la zone 15 et à son siège se trouvant en face de la résidence du responsable du camp. Le HCR leur avait promis de les aider pour avoir des documents leur permettant d'avoir des statuts de réfugiés. Ils avaient été rapatriés, mais une fois au Burundi, ils ont décidé de retourner en Tanzanie pour demander l'asile à nouveau par peur pour leur sécurité au Burundi. Comme ce rendez-vous a été reporté plusieurs fois, ils ont décidé de s'y présenter massivement ce mercredi. Le premier jour, on s'était présenté au bureau du HCR. On a attendu jusque vers 10 heures. Le personnel nous a dit que le responsable du camp des réfugiés n'était pas là et nous a suggéré de revenir le voir mardi. Mardi, on s'est encore une fois présenté pour demander le formulaire d'enregistrement. De peur de mourir de faim, nous avons décidé de nous rendre au bureau du HCR. Malheureusement, ils nous ont dit également que le personnel du HCR n'est pas présent et nous ont dit de revenir mercredi. Arrivé au bureau du HCR, la situation n'a pas été facile pour ces réfugiés. Par après, nous avons vu 2 camions chargés de rapatrier les réfugiés débarquer avec celui du responsable du camp des réfugiés et beaucoup de voitures de police. Nous avons eu peur et nous nous sommes enfuis. Pour le moment, ces demandeurs d'asile ne savent plus sur quel pied danser. Ils sont chassés du camp comme des criminels. Ils ne peuvent plus retourner au Burundi non plus. Certains se cachent avec leurs enfants sans savoir ce que l'avenir leur réserve. Nous sommes maintenant ici et nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas où aller. On a passé la nuit ici à la Belle Étoile et sous la pluie. Certains parmi nous ont dormi dans les balcons de certaines maisons d'habitation. On s'y est
s'est installé discrètement de peur d'être chassé car une mesure a été prise pour sanctionner les chefs de zone qui tenteront de nous héberger. Alors, on ne sait plus sur quel pied danser. La rédaction a essayé de joindre par téléphone le responsable des réfugiés au camp d'Ondouta, de même que le représentant de HCR en Tanzanie, mais sans succès. Merci Walter Kwizera. C'est sur son reportage que nous clôturons l'édition de ce jeudi 30 janvier 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle. Merci à MS Steven Nyungeko pour sa bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Excellente soirée à tous. C'était le magazine Rumura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.